La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à la Russie après le discours à la nation de Vladimir Poutine. On va parler maintenant des sanctions européennes et américaines qui frappent très durement l'économie russe, qui pourrait entrer d'ailleurs en récession dès 2015. Eh bien, voilà ce que préconise Vladimir Poutine pour redresser l'économie russe. On l'écoute. Les soi-disant sanctions et les contraintes extérieures vont stimuler nos objectifs économiques de manière plus efficace et plus rapide. Nous avons beaucoup à faire. La Russie sera ouverte sur le monde, ouverte à la coopération pour attirer les investissements étrangers et mettre en œuvre des projets communs. Galia Ackerman, on parlait de ce sentiment nationaliste qu'exalterait Vladimir Poutine. Est-ce que cette stratégie finalement ne fonctionne pas parce qu'aujourd'hui, le camp pro-occidental, ceux qui manifestaient dans les rues contre le pouvoir de Vladimir Poutine, eh bien on les entend plus du tout, ils sont inexistants. Il y a deux raisons pour cela. D'une part, il y a une situation pratiquement de guerre. Si vous regardez la télévision russe, pratiquement du matin au soir, presque tous les talk-shows, dans tous les journaux d'actualité, dans les documentaires, etc., il n'y a qu'un sujet, l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mobilisation nationale pour le soutien de la position russe et de l'intervention russe en Ukraine. Et maintenant, les gens qui essaient de protester ou qui ont des opinions divergentes sur ce conflit ont été pratiquement déclarés traîtres à la patrie. Il y a par exemple un chanteur très connu, Makarevitch, qui est allé donner un concert devant des réfugiés dans la région de Donetsk. Et ça a été suffisant pour qu'il soit déclaré pratiquement traître. C'est plusieurs concerts annulés, etc. C'est pareil pour plusieurs autres personnalités. C'est-à-dire que la répression est d'une part plus dure et d'autre part, il est très difficile, je pense psychologiquement même, d'être contre son pays quand le pays participe à un conflit armé. Donc la raison, ce n'est pas que les gens sont très contents. Il y a beaucoup de contestations et d'avis divergents sur Internet, mais en effet, il y a eu peu de protestations publiques. On ne peut pas dire qu'elles étaient inexistantes. Il y a eu des manifestations contre la guerre. Il y a eu des gens qui ont participé à un congrès organisé à Kiev, qui sont déplacés à Kiev, etc. Mais c'est une opposition aujourd'hui divisée et qui a une position difficile. Serge Parinoff, justement concernant ces sanctions américaines et européennes, est-ce que vous pensez qu'avec ces sanctions, eh bien les Américains et les Européens avaient en tête de faire tomber le pouvoir russe ? Les Européens peut-être non, les Américains, ils avaient autre chose en tête. Ils cherchaient, et ils l'ont trouvé en fait, ils cherchaient à s'aimer la pagaille entre l'Europe et la Russie. En fait, nous en avons déjà parlé dans ce même studio, mais dans un décor différent. À un moment, il faudra reconstruire l'Ukraine, son économie qui est en faillite, tout ce qui a été détruit par la guerre, chercher à réconcilier les populations. Et c'est l'Europe et la Russie qui en paieront le prix, pas les États-Unis. L'Europe coopérant avec la Russie, l'Europe et la Russie ensemble pourraient constituer en perspective un pôle économique, politique, spirituel, si vous voulez aussi, capable de concurrencer à l'hégémonie américaine. Cela ne convenait pas du tout aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'ils ont provoqué cette crise, cherchant justement de dresser une barrière entre l'Europe et la Russie. Jacques Rupnik, est-ce que vous pensez qu'il y avait cette arrière-pensée, alors sur la première question que j'avais posée, cette arrière-pensée peut-être américaine de faire tomber le pouvoir russe en disant si l'économie s'effondre, il y aura justement peut-être des mouvements de protestation et une contestation grandissante à l'égard de Vladimir Poutine, ou est-ce que vous pensez qu'il y avait cette arrière-pensée, cette stratégie des Américains, comme vient de le dire Serge Parinoff, c'est-à-dire de se dire on élève les Européens face aux Russes pour contrer finalement cette hégémonie Non, mais il faut commencer par... Avec ça, on peut faire tomber le pouvoir, tant mieux, mais l'objectif recherché, c'était pas ça. Non, bon, secondairement, peut-être, si ça marche, tant mieux. Ouais. Pour les Américains, je veux dire. Non, enfin,
les sanctions ont été prises, non pas pour faire tomber le régime Poutine, elles ont été prises parce qu'il y a eu une annexion de la Crimée et qu'il y a eu une déstabilisation de la partie orientale de l'Ukraine, qui d'ailleurs continue. Donc, mais une arrière-pensée, je vous parle moi d'une arrière-pensée. On le sanctionne, mais on se dit si dans le même temps, Vladimir Poutine peut tomber parce que l'économie russe... Ça, c'est autre chose. Quelles sont les possibilités pour les Européens de répondre à une telle situation? Je rappelle quand même, c'est la première annexion d'un territoire en Europe depuis 1945. Donc, c'est quelque chose de grave. Les Européens, d'ailleurs, ont réagi au début très prudemment, en ordre dispersé. Il y a eu une première vague de sanctions, une deuxième, on ciblait quelques personnalités dans l'entourage de Poutine et leur possibilité de voyager ou des choses comme ça. Là, on est dans la troisième vague des sanctions avec les produits agricoles, etc. Bon, et aussi un certain nombre de domaines beaucoup plus sensibles, comme les technologies, le domaine de l'énergie. Bon, là, on est dans un domaine plus sensible. Mais ça, c'est une réponse à une situation qui est donc finalement non pas... qui n'a pas pour objectif de renverser le régime. Par contre, c'est vrai que la raison pour laquelle le régime de Moscou a réagi en Ukraine avec les moyens que l'on sait, je crois avait quelque chose à voir avec cette fragilité qu'il doit ressentir. Parce que s'il voit qu'en Ukraine, un pouvoir peut être déstabilisé par une révolte populaire, bon, à ce moment-là, cela peut évidemment créer un précédent pour la Russie. C'est peut-être ça l'inquiétude, la véritable inquiétude de Poutine. Et deuxième inquiétude, évidemment, si les sanctions devaient se prolonger, et si l'économie russe va vers la récession, puisque c'est ce que l'on nous dit, à ce moment-là, le pacte entre la classe moyenne russe et le pouvoir pourrait être rompu. Parce qu'en gros... Là, il y a un risque peut-être pour le président russe. Oui, parce que tout le système Poutine repose sur l'idée que, bon, vous n'avez peut-être pas les libertés ou la démocratie de type occidental, mais vous avez une société de consommation. Vous avez acquis quelque chose, des libertés individuelles. Vous pouvez voyager, vous pouvez consommer. Vous avez acquis des libertés que vous n'aviez pas auparavant. Et ça marche tant que l'économie marche, tant que la rente pétrolière est là. Aujourd'hui, la chute du pétrole, la chute du rouble, les sanctions occidentales, tout ça crée un contexte, évidemment, peu favorable. Et donc, l'espèce de contrat social implicite que Poutine avait avec ces nouvelles classes moyennes russes est en train de s'effriter, ou pourrait s'effriter. Et ça, c'est beaucoup plus grave pour son pouvoir que on voit le cours du rouble, qui s'est complètement... le rouble qui s'est effondré. Je crois qu'il a perdu 60% de sa valeur depuis le début de l'année, un quart de sa valeur en l'espace d'un mois. 125 milliards de capitaux étrangers, d'investissements étrangers, capitaux étrangers qui ont fui... Non, c'est les capitaux qui ont fui la Russie. Les fuis, oui, qui ont fui la Russie. La Russie, une inflation qui est au-delà, donc qui va au-delà de 7%. Voilà, on va découvrir donc ces chiffres ensemble. Et vous le disiez, Gérard Prutnik, peut-être la Russie qui va rentrer donc en récession, et ce dès 2015. Donc des sanctions européennes et américaines qui ont un impact sur l'économie russe. Mais Frédéric Pons, il réfléchit déjà Vladimir Poutine parce qu'il a peut-être toujours un coup d'avance. Il se tourne vers l'Asie aujourd'hui. Et on l'a vu récemment en Turquie, voir le président Erdogan. Il lui a promis donc, de lui donner encore du gaz, à un prix encore moindre, je crois une baisse de 6% du gaz russe à partir du 1er janvier. On l'a vu signer au mois de mai, je crois, ou juin, un accord avec la Chine de 400 milliards de dollars. Est-ce que Vladimir Poutine a changé sa stratégie? Il détourne les yeux de l'Europe pour se tourner vers l'Asie? Non, il ne change pas de stratégie comme ça au petit bonheur la chance. Poutine est un réaliste et un pragmatique. Et dans chaque situation, il cherche où est son avantage, où sont les forces et les faiblesses de ses adversaires. En Ukraine, c'est typique. Il a, en 2013, fin 2013, Poutine et la Russie ont perdu des positions, ont perdu des amis, des alliés. C'est l'époque où Poutine était concentré sur le succès des Jeux Olympiques de Sotchi et il s'était sans doute trop désintéressé de ce qui se passait en Ukraine. Donc il a été pris de court, il a perdu des positions, mais il a réagi de façon foudroyante en prenant la Crimée, en organisant ce référendum d'annexion ou de réintégration de la Crimée à la Russie. Et il a éveillé un peu les ardeurs séparatistes dans l'est de l'Ukraine.
pour trouver des moyens de résistance à cette offensive européenne et américaine en Ukraine. En réalité, il ne change pas de stratégie, il s'adapte. Aujourd'hui, avec les sanctions, il voit bien que l'Europe est entrée dans un scénario de guerre froide dont on parlait, en tout cas de blocage des intérêts russes. Il cherche un moyen de dériver son gaz. Est-ce qu'il peut compenser? Est-ce que, par exemple, si ça va mal là, avec les Européens et les Américains, est-ce que, je veux dire, en se tournant justement vers l'Asie, vers la Chine, vers la Turquie, est-ce que ça peut rééquilibrer la balance? Mais ça n'est pas de même nature. Ce ne sont pas des alliances de même nature. Avec l'Asie, avec la Chine notamment, ces accords sur une très longue durée, accords économiques, c'était inscrit déjà depuis longtemps dans la tête de Poutine et des dirigeants russes. Ce n'est pas une adaptation à ce qui est en train de se passer. Il est évident que Poutine regrette cette espèce de fossé là qui est en train de s'installer entre la Russie et l'Europe. Mais encore une fois, il fait bien la part des choses entre l'Europe et l'Amérique. Il sait qu'avec l'Amérique, ce sera beaucoup plus dur, que le fameux recette dont on parlait, c'est vieux déjà, ça date de 2008. Et le discours de guerre froide vu de la Russie, c'est le discours d'Obama à l'ONU, quand Obama dit que les 3 menaces pour le monde d'aujourd'hui, c'est Ebola, le terrorisme islamique et la Russie. Si ce n'est pas un discours de guerre froide, qu'est-ce que c'est? Ça a beaucoup choqué les Russes. Nous, c'est passé inaperçu parce qu'on a l'habitude de voir les Américains taper sur la Russie, mais ça a beaucoup choqué. Et de la même façon, aujourd'hui, dans ce discours-là de cette journée, Poutine montre bien qu'il y a des possibilités encore de partenariat avec l'Europe, dont les intérêts ne sont pas exactement ceux des Américains. Et ce qui pousse un peu à la confrontation en Ukraine sont les Américains. Il est intéressant de voir que la position de la France notamment et de l'Allemagne, François Hollande, Angela Merkel, est beaucoup plus mesurée, beaucoup plus modérée sur les sanctions et sur les condamnations de Poutine. Mais Poutine continue, il a une vision stratégique de très long terme. On est beaucoup plus modéré parce qu'on a aussi des intérêts économiques, parce qu'aujourd'hui on dit l'économie russe est à plat, mais bon, l'économie allemande souffre et les économies européennes, l'économie allemande souffre aussi terriblement de ces sanctions. La politique des États, c'est aussi leur politique économique. 300 000 emplois allemands dépendent de l'industrie russe. C'est à prendre en considération quand on veut défendre l'emploi dans son pays. C'est ce que fait Angela Merkel. Ça traduit aussi les hésitations de François Hollande sur le contrat Mistral. Nous avons des intérêts économiques et politiques, nous, Européens, avec la Russie, qui ne sont pas ceux des Américains. Et ce qui est regrettable, c'est que, faute de vraie politique et de vraies lignes politiques et de stratégie en Europe, nous suivons les Américains dans cette espèce de retour de la guerre froide vis-à-vis de la Russie. Galéa Ackerman, on a une position trop suiviste, nous les Européens. Moi, je ne crois pas que c'était les États-Unis qui ont été la locomotive de ces sanctions, et je ne crois pas d'ailleurs que les Américains ont été très actifs sur le Maïdan. Vous savez, je suis allée 6 fois en Ukraine depuis le début du Maïdan. Je n'ai pas tellement remarqué sur place la présence américaine. Ah bon, oui. Il est intéressant. On s'est amusé à lister le nombre de voyages de parlementaires congressistes américains en Ukraine. Ça n'a pas arrêté. Et les Américains ont même dit qu'ils ont mis 5 milliards de dollars pour soutenir cette révolution de Maïdan. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les Américains qui le disent. Les Européens ne voulaient pas appliquer les sanctions, mais nous les avons poussés à ces décisions. Non, je ne crois pas, parce que vous savez, les propres décisions, là, vous insultez les gouvernements. D'une part, simplement, excusez-moi, mais c'est un peu la voix de son maître. Monsieur Poutine dit que c'est les Américains qui sont derrière ça. Bien sûr, vous travaillez à l'ambassade russe, donc vous répétez ce qu'a dit votre président. Je répète ce qu'a dit le vice-président américain, Monsieur Biden. Il a dit que les Européens ne voulaient pas appliquer les sanctions, mais nous les avons poussés à ces décisions. C'est le vice-président qui l'a dit, pas mon président. Il est vrai que Barack Obama a regretté que les Européens n'aillent pas plus loin. En même temps, Barack Obama a une position beaucoup plus mesurée que le Congrès américain, c'est-à-dire que ce sont des choses extrêmement compliquées, il ne faut pas tout mélanger. Et je dois dire encore une chose, quand M. Poutine parle du partenariat avec l'Europe, il faut encore voir quelle Europe. Pour Vladimir Poutine, l'Europe, c'est surtout l'Europe des pays où il aimerait bien avoir des discussions directes avec chaque pays. Et il y a une très grande haine dans les médias et je pense dans la classe politique russe
de l'Union européenne. Si vous regardez qui aujourd'hui sont les meilleurs amis de Vladimir Poutine en Europe, ce sont des partis de l'extrême droite, dont Marine Le Pen. Donc, vous dites que l'objectif des États-Unis est de casser l'union entre l'Europe et la Russie, et moi je dirais l'inverse, l'objectif de la Russie est de casser tout simplement l'Union européenne. Alors justement, Serge Parinov, j'aimerais qu'on parle quand même, parce que ça, c'est une annonce quand même qui a été un coup dur. En tout cas, on en a beaucoup parlé. C'est l'arrêt de South Stream. Donc, on le rappelle à nos téléspectateurs. Hein. C'est un gazoduc qui devait partir, vous me dites, Jacques Rupnik, si je ne dis pas de bêtises, c'est un gazoduc qui devait partir donc, de la Russie vers la Bulgarie, en passant donc, par la mer Noire. Il y a plusieurs pays européens qui devaient être impliqués, la Bulgarie, la Grèce, l'Italie, la Hongrie, l'Autriche, la Croatie. Mais apparemment, il n'y a pas d'accord qui a été trouvé parce que la Russie ne voulait pas qu'il y ait des pays tiers, c'est ça, de l'Union européenne qui aient accès à ce gazoduc. Est-ce que l'arrêt de ce gazoduc, qui aurait permis de donner peut-être plus d'indépendance énergétique à l'Europe, est-ce que c'est une mesure de représailles de la Russie? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, tout simplement, le projet approuvé par les pays de l'Union européenne est bloqué au niveau de Bruxelles. Donc, puisque contredisant la 3e directive énergétique de l'Union européenne. Donc, on veut bien, mais on ne peut pas le faire, disent les Européens. Et dans cette situation, qu'est-ce qu'on va faire? Il a été décidé de faire passer ce gazoduc par la Turquie jusqu'à la frontière européenne, sans y forcer la Bulgarie. Mais c'est exemplaire de l'attitude de Poutine dans des situations de confrontation. Il est bloqué en Europe. Il y a les sanctions qui gênent ce gazoduc South Stream. Que fait-il? Il aurait pu attendre que les choses s'arrangent avec l'Europe. Non, non, il reprend l'initiative en nouant un partenariat avec la Turquie, parce que South Stream n'est pas arrêté. South Stream va passer par la Turquie. Et donc, il noue ce partenariat économique gazier avec la Turquie. Il se trouve un nouvel allié, finalement, et il reprend l'initiative de cette façon-là. Le problème de la Russie, c'est d'exporter son gaz, et le projet... Alors là, on voit justement, oui. Peut-être qu'on peut le commenter. Donc ça, c'est South Stream, donc, qui initialement, hein, donc il est passé Russie, oui, Bulgarie, qui voilà. Sous 700 km de mer Noire. Voilà, 700 km de mer Noire. Voilà. Bon, allez-y. Et qui aujourd'hui va passer en Turquie, et qui va arriver finalement aussi par le sud de l'Europe, mais à travers la Turquie. Et les pays comme la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche que nous voyons sur la carte, eh bien, n'auront pas les retombées qu'ils pouvaient espérer en termes de... Mais donc c'est une mesure de représailles. Mais de représailles, c'est une adaptation de la politique russe aux mesures de sanctions européennes, évidemment. Jacques Non, excusez-moi. On n'est pas dans un système de bisounours, là. C'est un accord. C'est intéressant pour les deux parties. Et une partie dit oui, c'est intéressant, mais je ne peux pas. Mais c'était une raison technique, ça n'a rien à voir avec les sanctions, le South Stream. C'est une raison technique que l'exigence a été par Bruxelles. Oui, l'exigence a été que tout le système ne se trouve pas dans les mains d'un seul monopole, qui est le Gazprom. Vous voyez un autre qui pourrait le construire ? Bah, écoutez, ça pourrait être l'objet des négociations. D'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qui va se produire maintenant. Le gaz va arriver aux portes de l'Europe et après quoi? Il sera distribué, mais attendez, Gazprom, la Russie exporte son gaz. Elle a l'une des plus importantes sociétés gazières du monde qui s'appelle Gazprom. Oui. Ces gens-là ont des intérêts à faire valoir. Ils ont noué un partenariat avec l'Europe. Ce partenariat est aujourd'hui bloqué pour des raisons techniques ou des raisons politiques qu'on habille de techniques. Eh bien, il se replie sur une autre solution. C'est le plan B de Poutine. Tout simplement, lui fait de la politique à travers l'économie, ce que font tous les dirigeants de la planète. Jacques Rupnik, un mot quand même sur ce gazoduc. Oui. Là encore, comme le disait Frédéric Pons, c'est Vladimir Poutine qui se retourne tout de suite au dernier moment et qui change. C'est aussi sa stratégie. C'est là aussi où il est fort, le président russe, on peut le dire. C'est qu'il s'adapte très très vite. Le tracé des pipelines, le tracé des gazoducs a bien sûr une dimension géostratégique. Vous voyez bien que dans la livraison de l'énergie russe à l'Europe, il y a plusieurs possibilités. Il y a celle qu'a choisie l'Allemagne, c'est-à-dire d'avoir Nord Stream, direct. Il y a le passage par l'Ukraine.
Et vous voyez là où la Russie a plusieurs fois, les tensions russo-ukrainiennes, pour aller vite, ont menacé de bloquer cet approvisionnement. Donc l'idée de South Stream, c'était de contourner l'Ukraine. Et donc il y a la question technique qui est celle de Gazprom monopole. Et ça, l'Union européenne, au niveau du principe, refuse ça. Mais derrière ça aussi, il y a la question de l'Ukraine, disons du passage par l'Ukraine. Et l'Union européenne donc insiste pour ne pas contourner la question ukrainienne, essayer de résoudre la question ukrainienne et donc la livraison du gaz russe à l'Europe par l'Ukraine, et cela inciterait donc les protagonistes à trouver un accord. Et d'ailleurs, l'Union européenne a été le médiateur dans l'accord qui a été trouvé entre l'Ukraine et la Russie, pour le règlement de la dette et de la dette ukrainienne vis-à-vis de Gazprom, et par là même pour le rétablissement des livraisons d'énergie de la Russie à l'Europe. Allez, c'est la fin de ce débat. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. On accueille tout de suite Karim Yayaoui pour tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Bonsoir Karim, on a pris un peu de retard et on s'en excuse. On va partir aux États-Unis. Une vidéo encore qui accable un policier blanc impliqué dans la mort d'un père de famille noir. Alors ce père de famille s'appelle Eric Garner et c'est vrai que cette vidéo a fait le tour du monde. Beaucoup d'Américains, mais pas seulement d'Américains, ne comprennent pas pourquoi le policier n'est pas poursuivi. Cette vidéo qui avait été tournée par un ami d'Eric Garner le jour de cette altercation avec la police. Alors certains tweetent tout simplement ce genre de message, Jay Smooth, qui dit « L'homme était désarmé, on lui a fait une technique de strangulation qui est interdite depuis 1993, le médecin légiste a conclu à un homicide, et puis il y a cette vidéo, mais ça ne change rien. Le policier a été en quelque sorte blanchi. Et puis ceux qui relayent sur leur compte Twitter les derniers mots de ce père de famille, je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer. Clairement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de réactions et beaucoup d'incompréhension de la part des Américains. Alors ça relance tout un tas d'hypothèses pour tenter d'empêcher ce genre de bavure. On se souvient que lorsque Michael Brown est mort du côté d'un autre État, du côté de Ferguson, on avait évoqué cette nécessité peut-être de mettre des caméras sur les tenues des policiers. Alors évidemment, cette idée-là a été largement relayée par un certain nombre d'Américains qui n'ont pas hésité à aller publier sur le site de la Maison-Blanche une pétition qui a recueilli 150 000 signatures. Mais aujourd'hui, on se demande à quoi ça sert ces caméras, puisqu'il y a une vidéo accablante et ça ne sert strictement à rien. C'est ce que souligne cet internaute américain. Est-ce que ces caméras serviront à faire des gros plans sur un homme en train d'agoniser? Et puis certains rappelaient qu'en 1993, il y avait déjà une vidéo de Rodney King qui était passée à tabac par la police. Et à l'époque, les policiers avaient été aussi blanchis et ça avait entraîné, on se souvient, des émeutes sans précédent du côté des États-Unis. Alors, tout de même, un certain nombre de médias soulignent que ces caméras portées par des policiers, on a fait l'expérience du côté de la Californie, à Rialto, et on s'est tout de même aperçu que les bavures ou en quelque sorte les violences policières avaient diminué de 60%. Alors peut-être que le fait de la porter, cette caméra, peut avoir un effet dissuasif, psychologique sur les policiers. Avec cette affaire, les Américains pointent du doigt un système à deux vitesses. Alors sur Twitter notamment, le site de l'Obs évoque ce hashtag Screaming While White. Ce sont des Américains blancs qui racontent leur confrontation avec la police et souvent on s'aperçoit qu'ils les laissent partir alors qu'ils sont dans des situations de délit. Alors, c'est très difficile de savoir si ces témoignages sont véridiques, mais en tout cas, ce hashtag est très utilisé sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple cette jeune fille qui raconte qu'à 13 ans, elle a volé une voiture avec des amis, que pendant 2 semaines, ils s'en sont servis, et le seul qui a été poursuivi par la justice était noir. Alors, des témoignages comme cela, il y en a beaucoup sur le site de l'Obs. Mais certains soulignent finalement à quoi ça sert. Est-ce que ça ne va pas provoquer un peu plus de tension? Alors il y a d'abord ce tweet de cette jeune fille
qui souligne que ça peut être utile parce que ce genre de témoignage, on en a très rarement. C'est quelque chose qui est supputé par beaucoup, mais on n'a pas véritablement de preuves. Alors ces témoignages ne sont pas forcément des preuves, mais ils mettent la lumière sur une certaine réalité. Et puis je vous le disais, il y a ceux qui considèrent que ce n'est pas forcément une bonne idée, comme cette journaliste. Finalement, à quoi ça sert de raconter ce genre d'histoire ? Pour cet internaute, ça ne fera que créer des tensions. Et puis il y a ceux qui demandent à ces internautes de finalement faire des témoignages à visage découvert et ne pas seulement rester dans la sphère cyber en quelque sorte. Merci beaucoup, merci Karim Yaoui. Votre chronique complète ce soir sur l'antenne de France 24 un peu plus tard. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat sur la Russie de Vladimir Poutine. Merci à vous évidemment de nous avoir suivis. Très belle soirée. Je vous retrouve demain soir, 19h10 pour Une semaine dans le monde. Enfin, pardonnez-moi, à partir de 18h et à 19h10. Une semaine dans le monde. Très belle soirée. Tout de suite, le journal.